Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo que bon nombre d'entre vous attendent. La suite de ma vidéo sur le T3A que j'ai réalisé il y a quelques mois. La ligne qui fait le tour de Paris, mais cette fois au nord, et qui a été réalisée dans le prolongement du T3A. Et la ligne qui a accueilli 75 millions de voyageurs en 2024, le T3B. C'est parti. Avant de s'étaler sur l'histoire du T3B, on va revenir rapidement sur celle du T3A, car les deux sont liés. Le T3A, donc, a été imaginé dans les années 90 afin de faire revivre l'esprit de la petite ceinture, à savoir faire le tour de Paris par toutes les portes, ce qui sera concrétisé dans les années 2000 avec le début des travaux et l'inauguration du premier tronçon le 16 décembre 2006, qui relie Pont du Garigliano à la porte d'Ivry. Gardez d'ailleurs à l'esprit que les T3A s'appelaient à l'époque T3. Mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, cette ligne rencontre beaucoup de succès, mais la ville de Paris ne compte clairement pas s'arrêter et compte compléter la boucle afin de remplacer à terme le bus PC. Les pouvoirs publics n'ont donc clairement pas attendu l'inauguration de la première section du T3 pour songer à une extension de celui-ci à l'est. On retrouve ses premières traces en février 2003 lorsque la ville de Paris et la région Île-de-France concluent un accord pour prolonger le T3 à Porte de la Chapelle. Oui, depuis le début du projet, celui-ci n'a pas trop divagué sur ce point de vue-là. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce prolongement était prévu dans l'optique d'éventuels Jeux Olympiques à Paris en 2012. Cependant, le 6 juillet 2005, c'est l'échec de ce projet. La ligne reste, dès 2003, des études affirmaient que ce projet desservirait 300 000 habitants et permettrait la création de 130 000 emplois. J'ai carrément même retrouvé un rapport de 98 pages rédigé en janvier 2006 défendant ce projet. Vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas tout lu. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Les débats publics démarrent à ce moment-là et durent jusqu'en mai 2006. Le projet va assez vite quand même, mais déjà à ce moment-là, la mise en service est prévue pour 2012. En octobre 2007, le tracé définitif est validé par le STIF. Celui-ci prévoit toujours une dénomination unique, T3, mais prévoit désormais une correspondance à Porte de Vincennes qui deviendrait le pôle multimodal des T3 afin d'éviter que la ligne soit trop longue pour être exploitée correctement. Ce projet prévoit toujours un terminus final au nord de la ville à Porte de la Chapelle et, à l'époque, 25 nouvelles stations. En 2008, la population parisienne est consultée sur ce tracé définitif via un site internet qui a bien évidemment fermé depuis. Le Conseil de Paris approuve le projet en décembre 2008 et 2 mois plus tard, c'est au tour du STIF de faire de même. Les travaux sont lancés durant cette même année alors que la deuxième partie entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle, pourtant déjà envisagée comme indépendante, porte toujours le nom de T3, comme on peut le voir sur des affiches de chantier en 2010. Cela va durer pendant tout le chantier, jusqu'à ce que, quelques semaines avant l'inauguration, décision soit prise d'appeler cette nouvelle ligne T3B et de renommer la ligne T3 existante T3A. Bon, en réalité, je pense que cette dénomination était déjà dans les cartons de la RATP, mais qu'ils ne l'ont pas dévoilé avant. Ils seront réalisés sur un laps de temps assez court finalement, probablement en raison d'une demande importante sur cette section. La première année de travaux sera allouée à refaire toutes les routes dédiées aux voitures qui étaient bien en mauvais état, il faut le dire. Les artères du tramway seront construites entre 2010 et 2011. Les voies seront posées entre 2011 et 2012. Puis cette dernière année avant l'ouverture sera dédiée tout d'abord à la pose de gazon, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, puis ensuite à l'aménagement des stations. Ce premier tronçon du T3B est finalement inauguré le 15 décembre 2012. Là où le tracé du T3A est en ligne droite au centre du boulevard des Maréchaux et ne bouge quasiment pas de cette place jusqu'à l'arrivée, le tracé du T3B innove en la matière, mais ça, on va en parler plus en détail. Je vous propose qu'on commence notre itinéraire.
On va encore une fois commencer par le double terminus de Porte de Vincennes. J'en ai déjà parlé longuement dans ma dernière vidéo sur le T3A, mais j'ai quand même quelques trucs à rajouter. Au bout de la ligne, il y a un petit bâtiment qui n'a pas été construit à l'occasion de l'arrivée du T3B, mais a été construit un peu avant, vous allez voir. En réalité, ce bâtiment a été construit dans les années 90, mais pas pour le métro, ni pour un tramway, bon de toute façon il n'existait pas du tout, mais bien pour les bus. En effet, à l'époque, Cours de Vincennes était un terminus de beaucoup de bus. Du coup, il y avait beaucoup de bus qui stationnaient ici. Ce bâtiment servait de salle de repos des conducteurs, mais pas que. Il était également possible d'acheter des tickets via un guichet qui se situait derrière ce mur. Mais très rapidement, dans les années 2000, cette fonction va se perdre car Cours de Vincennes n'est désormais plus un terminus de bus. Ce qui fait que ce bâtiment commence à servir de plus en plus à rien. Et c'est pourquoi, au milieu des années 2000, les guichets ont été fermés. Il a fallu attendre les rénovations de 2017, au moment où ce bâtiment a été repeint en blanc, pour que les anciens guichets, qui étaient juste fermés, soient totalement comblés par un mur blanc. Mais bon, les reliques sont encore visibles. Et pour acheter les tickets, il faut désormais utiliser une borne vraiment très vieille. Ce bâtiment est néanmoins toujours utilisé, notamment par les conducteurs du tramway en tant que salle de repos. Aux alentours de la station de Porte de Vincennes, il y a deux lycées. En premier lieu, le lycée Hélène Boucher, qui possède une architecture ancienne et vraiment très jolie. Et le lycée Maurice Ravel, un lycée des années 50 et pas joli. Sinon, dans la station du T3B, il y a un écran. Alors nous allons voir après que ce n'est pas du tout une particularité, loin de là, plein d'autres stations en possèdent, mais j'aimerais en profiter pour vous parler d'un truc. À l'ouverture de cette station, l'écran ne fonctionnait tout simplement pas. Tout simplement parce que le logiciel qui permettait de voir l'état du trafic n'existait tout simplement pas. Il faudra quand même attendre 1 an et demi pour que celui-ci fonctionne. Et c'est le cas dans toutes les stations inaugurées en 2012 contenant des écrans. À la station Porte de Vincennes, entre le T3B et le T3A, il y a un raccordement qui a été conçu dès l'origine pour, je sais pas trop pourquoi, honnêtement. Parce que j'ai jamais vu un seul tramway emprunter ce raccordement. Alors je sais pas si à l'origine ils avaient peut-être prévu de fusionner à terme les lignes. Je sais pas si peut-être à un moment des travaux on imaginait en faire qu'une seule ligne, que ce soit le T3 qui aille directement à Porte de la Chapelle sans desservir les stations terminales de Porte de Vincennes. Mais bon, ces hypothèses sont assez peu probables. Et pour être honnête, je ne sais pas pourquoi ce raccordement a été créé. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui sait, n'hésitez pas. Alors, à Porte de Vincennes, il y a un McDo. Allez, on y va. Non, on n'y va pas, hein. On en a fini avec le double terminus de Porte de Vincennes. Il est temps de parcourir toute la ligne. Ça va être long. Et on va commencer notre périple au niveau de la toute première interstation du T3B entre Porte de Vincennes et Porte de Montreuil, avec la présence d'un bâtiment absolument magnifique qui a été construit en 2017 et qui arbore dans la majorité une couleur dorée et a une architecture atypique. Franchement, j'envie les gens qui vivent là-dedans, parce que c'est vraiment joli. Bon, en réalité, le rez-de-chaussée est occupé par la bibliothèque Assia Djebar, et je suppose que l'immeuble un peu plus moderne au-dessus contient des logements, peut-être bien même des logements universitaires. On est maintenant déjà à la station Porte de Montreuil, mais ne possède pas de spécificités intéressantes, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais j'ai quand même quelques trucs à dire sur les alentours, notamment sur cette place, qui est actuellement pas jolie, ça se voit que c'est d'origine, avec le périphérique au milieu et des espaces verts qui sont même pas accessibles, avec une quantité de déchets que j'ai même pas envie de compter. Mais cela va changer. En effet, dans quelques années, il sera possible de trouver ici une place rénovée qui sera piétonne avec de nombreux espaces verts, cette fois totalement accessibles. Mais bon, il faudra attendre les travaux.
mais actuellement c'est pas joli joli. À Porte de Montreuil, il y a encore un McDo. Allez, là on y va là quand même. Ouais, vas-y, on y va dans 100 ans. Pas drôle hein. Les stations du T3B n'ont pas beaucoup de différence avec les stations du T3A, c'est même sensiblement les mêmes, à quelques détails près. Déjà, les motifs sur les murs qui étaient sur le T3A, une représentation de son itinéraire sur les maréchaux, et sur le T3B, c'était des mots. Alors je sais pas quel est le rapport entre tous ces mots. S'il y a des personnes qui ont fait une école de lettres dans le supérieur, n'hésitez pas à m'éclairer. Mais le problème, c'est que ces motifs disparaissent petit à petit parce que le verre c'est assez fragile et à chaque fois qu'il faut en remplacer un, ils vont pas coller à chaque fois le même motif. Du coup, comme ici par exemple, ces motifs ne sont plus disponibles et c'est malheureusement le cas dans la plupart des stations du T3B. Et c'est d'autant plus dommage quand on sait que sur le T3A, toutes les décorations sur les vitres ont été remises avec même quelques innovations comme ce qu'on a vu à Porte de Versailles dans cette vidéo qui va s'afficher en fiche. Par contre, il y a un élément qui a bien été conservé, ce sont les plaques qui étaient sur le T3A avec une inscription fleur de insérer le nom de la station. Et là, pareil, c'est une suite de mots. Alors pour chaque station, ce sont les mêmes mots. Par contre, la couleur peut varier en fonction des stations. Et jusqu'à il y a encore pas si longtemps, dans chaque station, il y avait une affiche qui rentrait dans les détails de ses œuvres. Alors sur le T3B, il y a de sacrés anachronismes dû à de très grosses restrictions budgétaires, j'imagine. Alors sur le côté Porte Dauphine, il y a le nouveau logo, hein, voilà, carré. Mais de ce côté-là, c'est encore l'ancien logo du T3B. Juste après la station Porte de Bagnolet, le tramway a la particularité de passer au milieu d'un rond-point. Et ce rond-point possède une œuvre d'art, ce lampadaire, qui est totalement violet et que j'adore, qui s'appelle Twisted Lamppost Star. Et qui a été installé en avril 2012. Donc spécifiquement pour le T3B. À Porte de Bagnolet, il y a encore et toujours un McDo. Allez, là il y a une montée là, on y va là avant de la grimper. Non, je t'ai déjà dit non. Non, c'est non. De plus, aux alentours, il y a aussi le Square Séverine, qui va d'ailleurs nous emmener à notre prochaine station. On est maintenant à la station Séverine, qui possède la particularité d'être sur une pente montante, comme plusieurs stations du T3B. Mais là, je pense que c'est la station avec le dénivelé positif le plus élevé. Et du coup, les équipements ont dû s'adapter à ce dénivelé, justement, en étant à des hauteurs différentes. Une station plus loin, à Adrienne-Bolland, la station est encore sur une pente montante, mais autant dire que c'est beaucoup moins raide. Mais également, il s'agit de la première station de notre parcours qui a les quais décalés. Mais c'est pas tout. La station possède également un sacré anachronisme, puisqu'il y a tout simplement un écran qui est beaucoup plus récent que ceux qui sont habituellement dans toutes les stations du T3B, mais également beaucoup plus récent que ceux qui étaient installés en 2012 au moment de l'inauguration de cette station. Bon, en réalité, j'exagère, ce modèle n'est pas du tout beaucoup plus récent, mais disons que c'est le modèle au-dessus. Mais la raison de cet anachronisme, c'est qu'à l'inauguration du T3B, cet écran ne fonctionnait tout simplement pas. Vraiment, c'était le seul. Celui-ci a donc été remplacé un an plus tard, mais entre-temps, la technologie a évolué, un nouveau type d'écran s'apprête à débarquer sur le T7, qui allait prochainement être inauguré. Décision fut donc prise d'en installer un tout premier modèle à Adrienne-Bolland, pour à la fois expérimenter ce nouveau modèle et à la fois remplacer l'ancien modèle défectueux.
Et pourtant, de l'autre côté, sur le quai qui mène à Porte de Vincennes, l'écran n'est pas anachronique. Juste après la station Adrienne Bolland, le T3B passe au milieu de la caserne des Tourelles qui a été construite au 19e siècle et inaugurée en 1881. Alors, je suis à Porte des Lilas, et justement sur les quais, il n'y a pas qu'un seul écran. Il y en a 2, Non pas, il y en a 3, non pas. il y en a 5. Mais non, non mec, non. Il y en a 4. Voilà. 2 de chaque quai, avec un écran pour indiquer les horaires du tramway et des bus, et un autre qui indique l'état du trafic sur toutes les lignes du réseau. Voilà. Bon, on en a fini avec la station... Attends. T'as pas oublié les alentours? Ah si, c'est vrai, allez. Alors déjà, il y a cet hélicule plumé du nom de son concepteur qui a été inauguré en 1921 en même temps que le métro. Il y a un McDo, hein. Bon allez, là on y va, là c'est bon. Non, pas encore. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit non. Oh mais non, putain. Bon, on en a fini avec la station Porte des Lilas. Et justement... Attends. Laisse-moi faire quelque chose, s'il te plaît. Bienvenue dans le Point Trafic. Alors, donc comme vous pouvez le voir, sur les RER, nous sommes sur des situations assez perturbées, notamment sur le RER C et D. Il n'y a que sur le RER A que la situation est assez normale. Au niveau des Transiliens, c'est à peu près la même chose, sauf sur les lignes L, U et V, où il y a des travaux le soir, mais pas en journée. Sur les lignes de métro, c'est assez dégagé niveau perturbation, comme vous pouvez le voir, à part sur la ligne 7 bis, qui est donc fermée pendant 2 semaines pour des travaux. Et vous voyez que aussi sur les tramways, c'est la même situation que le métro, c'est plutôt dégagé niveau travaux, perturbations et tout, à part sur le T1 où la situation est encore bloquée pour plusieurs mois entre les stations des Courtilles et la gare de Saint-Denis, avec une réouverture prévue à la fin de l'été 2026. C'est bon, t'as fini? Non, mais si, je rigole. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des écrans qui ont été remplacés par le tout nouveau modèle qui a évolué très rapidement en seulement 1 an à la station Adrienne Bolland? Et bien justement, ces écrans-là sont déjà démodés. En effet, à Hôpital Robert Debré, un nouveau modèle a encore fait son apparition, basé sur le tout nouveau Paname qui existe sur le métro parisien depuis environ 2 ans maintenant. Et voilà, il s'agit du tout premier modèle qui est vraiment la technologie de pointe. Je ne sais même pas si après ça on pourra encore faire mieux. Pour l'instant, elle n'est que présente dans une seule station, mais j'espère personnellement qu'à terme, ces écrans seront présents dans toutes les stations de tramway en Ile-de-France. Autant vous dire que ce que j'ai dit dans cette séquence, c'est plus ou moins réalisé, puisqu'entre le moment où j'ai tourné cette séquence et la fin du tournage de cette vidéo, de nouveaux écrans de ce type ont été ajoutés dans plusieurs stations, notamment à Adrienne Bolland ou encore à Marguerite-Long, et autant dire que ce n'est que le début, le renouvellement est en cours. Ces écrans-là appartiendront probablement très bientôt à l'histoire. Le bâtiment le plus étendu aux alentours, c'est bien évidemment l'hôpital Robert Debré. L'histoire de cet hôpital démarre dans les années 70, à l'époque où dans la zone, il y avait 2 hôpitaux, l'hôpital Bretonneau et l'hôpital Hérold, respectivement dans le 18e et le 19e arrondissement. Le problème est qu'à ce moment-là, ces hôpitaux presque centenaires commencent à devenir trop vieux pour être exploités correctement. Décision fut donc prise de fusionner ces 2 hôpitaux en un seul grand hôpital sur un terrain qui était à l'époque presque vide. Le projet est validé en 1974, un concours est lancé en mai 1980 pour décider de l'architecte qui concevra l'hôpital. Ce sera finalement le projet de Pierre Riboulet qui sera retenu. Les travaux démarrent dans la foulée et s'achèveront le 21 mars 1988, date à laquelle l'inauguration a lieu en présence des politiques, dont Jacques Chirac, maire de Paris à l'époque. L'hôpital ne rentrera cependant en service que le 2 mai suivant. Mais autour de l'hôpital, il y a d'autres lieux notables, comme l'église Sainte-Marie de Médiatrice, qui porte également le nom de église Notre-Dame de Fatima, une église moderne qui a été construite dans les années 50 et inaugurée en 1954, et qui a une architecture pour le moins atypique.
À droite de l'église, il y a aussi la réserve des Lilas, un réservoir d'eau qui a été inauguré quelques années plus tard, en 1963, dans le but de faire tripler les réserves d'eau disponibles dans la capitale. Et juste après, encore à droite du réservoir des Lilas, il y a les archives de Paris, inaugurées dans les années 90. Entre les stations Hôpital Robert Debré et Butte du Chapeau Rouge, les voies du tramway longent un très grand espace vert et la promenade Amélia Rodrigue. Et justement, cela permet une relative unicité entre la végétation présente sur les rails et la végétation de l'espace vert. Et c'est très joli. En réalité, la promenade Amélia Rodrigue, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec beaucoup de végétation, a été inaugurée pratiquement en même temps que le T3B. Avant ça, ce n'était qu'un trottoir très étroit qui longeait d'un côté une route qui était quand même à 4 voies, hein, je vous le rappelle, et le périphérique de Paris. Autant dire que c'était pas très attirant. On notera d'ailleurs également qu'entre ces deux stations, le tramway traverse d'abord le boulevard d'Algérie, puis ensuite le boulevard d'Indochine, qui font référence à deux anciennes colonies de la France qui ont été perdues en 1954 et en 1962 suite à leur déclaration d'indépendance. Autre chose à noter, il s'agit de la première excursion du T3B hors du boulevard des Maréchaux. En effet, les boulevards d'Algérie et d'Indochine ne font pas partie du boulevard des Maréchaux. En effet, ils ont été créés bien après la création du boulevard des Maréchaux. Celui-ci rejoint en réalité directement la porte de Pantin en passant par le boulevard Serrurier. Il est temps désormais de gagner notre prochain arrêt, Butte du Chapeau Rouge, qui ne possède pas de spécificité marquante en elle-même, mais par contre pour ce qui est des alentours. La chose la plus notable aux alentours de cette station, c'est bien évidemment le square de la butte du Chapeau Rouge avec cette magnifique statue. La station Porte de Pantin est également la troisième de notre parcours à posséder des écrans directement dans la station. Mais là, il n'y a qu'un seul type, ce qui indique les horaires des bus. Autre spécificité qui se démarque dans cette station, les quais sont légèrement plus Si larges. vous êtes victime ou témoin de harcèlement, Sur le quai menant à Porte de Vincennes, il y a des bancs des deux côtés, même du côté où il n'y a même pas de quai, probablement parce que la station a été conçue pour plus de voyageurs que les autres. Ce qui amène notamment à quelques particularités, notamment ici, le Porte de Pantin, qui est inscrit de manière assez atypique. En effet, c'est un cas unique, les guichets ne donnent pas du tout sur les voies, mais bien sur un poteau. Alors, tout comme la station Adrienne Bellot, la station Porte de Pantin possède un sacré anachronisme, c'est-à-dire que du côté de Porte Dauphine, il y a les nouveaux écrans de 2012, classiques, mais sur le quai vers Porte de Vincennes, il y a encore les écrans qui étaient utilisés dans les années 2000, On pourrait se demander pourquoi ils sont là, et la raison est que... En fait, l'ancien écran qui était installé ici et qui datait bien de 2012 était hors service depuis 1 ou 2 ans. C'est pourquoi, en 2024, décision fut prise de remettre ce type d'écran. J'imagine qu'ils en avaient plusieurs en réserve. Sinon, à part ça, Porte de Pantin est la première station de notre parcours à posséder un sous-titre, le sous-titre Parc de la Villette. Et cela donne justement ce type d'annonce. Porte de Pantin, parc de la Villette. Aux alentours de cette station, le lieu notable est le parc de la Villette. Ce parc est un projet qui a été lancé dans les années 70 suite à la destruction des anciens abattoirs de la Villette qui dataient de 1867 sous Napoléon III. Le but était de redynamiser le quartier qui n'avait clairement pas bonne image. Un concours est lancé en 1982 et 1 an plus tard, l'architecte est choisi. Il s'agira de Bernard Tchoumi. Les travaux nécessaires à ce parc démarrent en 1985 et s'achèvent 2 ans plus tard, en 1987. D'autres bâtiments ont été ajoutés à ce moment-là, mais ça, on en reparlera plus en détail dans une vidéo sur Porte de Pantin sur la ligne 5. Après la station Porte de Pantin, le tramway fait non seulement sa deuxième excursion hors du boulevard des Maréchaux, mais fait également sa première et seule excursion au-delà des limites du périphérique. Voici la raison. Lors de la présentation du projet en 2006, il était prévu que la ligne continue par le boulevard Serrurier en longeant le périphérique, puis rallie la Porte de la Villette par le boulevard McDonald en longeant les voies de la gare de l'Est.
Mais dès ce moment-là, deux trajets alternatifs sont proposés. Un tracé qui passe par l'avenue Jean Lolive, puis tourne à gauche vers la route des Petits Ponts, avant de passer par des anciennes routes de service, et un tout nouveau pont, puis revenir lentement vers Paris via la rue de la Clôture. Un tracé efficace, car celui-ci viendra desservir un quartier de Pantin en développement, mais il coûte vraiment cher. Un deuxième tracé alternatif prévoit un plus grand détour par Pantin et revient sur Paris avec la rue des Chemins de Fer. Ces trois projets sont en rude concurrence. Finalement, le tracé définitif validé en 2008 choisit le premier tracé alternatif jugé davantage d'utilité publique. Juste à côté de la station Delphine Seyrig, on peut observer un magnifique courte-paille abandonné. Voilà. Franchement, je pense que ça doit être le fantasme des urbexeurs. Bon, pour ceux qui n'y connaissent rien, Grill Courtepaille était une chaîne de restaurants de grillades qui a été fondée dans les années 60, mais qui a fait faillite en septembre 2020, ce qui a entraîné la fermeture de la plupart de ces restaurants, dont celui-ci. On ne sait pas vraiment comment le terrain sera réutilisé, réouverture d'un Courtepaille, ce qui semble quand même très peu probable, ouverture d'un nouveau restaurant, ou bien encore nouvelle construction, l'avenir nous le dira. Sinon, la station Delphine Seyrig possède la particularité de se situer sur une rue qui a été créée spécialement pour le T3B et qui porte bien son nom de rue Delphine Seyrig. Après la station Delphine Seyrig, le T3B traverse le canal de l'Ourcq en prenant un pont qui porte très bien son nom, le pont du canal de l'Ourcq. La particularité de celui-ci, c'est qu'il a été construit en même temps que le T3B et pour le T3B. Je vais vous expliquer. En regardant des images d'archives, on peut voir que ce pont n'existait tout simplement pas il y a encore 20 ans. La construction de celui-ci n'a en effet commencé qu'en février 2010 et dureront 1 an et demi jusqu'à l'automne 2011, date à laquelle le pont devient accessible aux piétons. C'est quand même fou qu'un édifice aussi étendu ait été créé juste pour un tramway. Après, il faut quand même dire que même pour les piétons, c'est une belle révolution, puisque jusque-là, il fallait vraiment marcher des kilomètres avant d'en trouver un autre qui était un peu plus au nord. Et pour encore plus apprécier cette vue, à la base, il y avait un ascenseur panoramique qui permettait de monter et descendre sur ce pont. Malheureusement, il est en panne et ce depuis plusieurs mois. Nous arrivons maintenant à notre station suivante, la station Ella Fitzgerald. Déjà, elle a la particularité de posséder un sous-titre, le sous-titre Grand Moulin de Pantin, mais en réalité, ce n'est pas la station en elle-même qui possède beaucoup de particularités. C'est plutôt ce qu'il y a autour. À droite, il y a les voies partant de la gare de l'Est, mais le plus intéressant, c'est quand on remonte le temps sur Google Street View, on peut apercevoir plusieurs locomotives qui ont aujourd'hui disparu, comme les Nat Carmillon ou bien les Ribes. On peut également noter la non-présence de vitres sur le quai allant vers Porte de Vincennes, remplacé par ce grillage qui existait déjà avant la construction du T3B et qui délimite cette ancienne usine. À l'intérieur même de cette station, il y a des panneaux de direction indiquant les points d'attraction majeurs du parc de la Villette. On arrive maintenant à Porte de la Villette, qui est probablement la station la plus particulière de notre parcours. Déjà, on peut en juger au style qui est totalement différent par rapport au reste des stations du T3B. Vous allez découvrir pourquoi. Ce style a été conçu par l'artiste Anita Molinaro. Il s'agit d'une réalisation de 9 abris dits hommes debout, hommes assis. Autant dire que ce style est très original, qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs, et elle permet à cette station de se démarquer, contrairement au T3A qui ont vraiment toutes les mêmes stations, sans aucune qui se démarque réellement. Il est temps maintenant de passer à une description plus précise de ce style. Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que les abris sont totalement en béton et non pas en verre. Mais également, sur cet arrêt, 3 des abris ont été construits volontairement en vertical, probablement pour donner un effet artistique qui est franchement bienvenu. Il y a également des motifs et des sculptures directement intégrés au mur, et également un éclairage qui est autant magnifique qu'original. Pour ce qui est des sièges pour l'aéroport de la Villette, ils sont très peu confortables et encore moins que des Regio 2N et des FM, car ils sont bien sûr faits du béton. Bon, si ça peut vous rassurer, il est très rare de s'asseoir en réalité sur ce genre de siège,
puisque les quais sont pratiquement toujours bondés, probablement grâce ou à cause de sa proximité directe avec la Cité des sciences et de l'industrie. La station Porte de la Villette possède également des appuis scatiques qu'on retrouve pratiquement nulle part ailleurs dans les tramways. Des appuis scatiques extrêmement confortables. Juste à côté de la station de tramway, il y a également la gare routière de la Porte de la Villette, inaugurée en même temps que le T3B, et qui arbore exactement le même style. La station Porte de la Villette est la 4e de notre parcours à posséder des écrans directement dehors. Mais là, elle a une double fonction, déjà pour la station du T3B, mais aussi pour la gare routière. La station Porte de la Villette est la 3e de notre parcours à posséder un sous-titre, le sous-titre Cité des sciences et de l'industrie. On va d'ailleurs raconter son histoire. La Cité des sciences et de l'industrie faisait partie du même projet que celui du parc de la Villette, à la place des anciens abattoirs. Le but était de créer un grand édifice moderne complémentaire à ce parc, qui serait un musée scientifique dans lequel il y aurait un tas d'expositions et d'expériences pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Le musée a été inauguré le 13 mars 1986, mais on en reparlera plus en détail dans une future vidéo sur Porte de la Villette. Après la station Porte de la Villette, le tramway fait une nouvelle excursion hors du boulevard des Maréchaux en empruntant d'une part l'avenue Corentin-Cariou et d'autre part le quai de la Gironde qui longe le canal Saint-Denis. Encore une fois, lorsque ce projet a été présenté en 2006, il était prévu que la ligne continue sur le boulevard McDonald. Cela dit, un tracé secondaire était déjà proposé. Ce sera finalement celui-là qui sera retenu, probablement pour faire des économies. En effet, le passage du tramway par là aurait nécessité la destruction d'un tunnel pourtant essentiel et donc une réorganisation des flux routiers. La RATP a probablement opté pour la simplicité, ce qui a impliqué un petit détour. Comme cet arrêt se situe pas loin de l'arrêt de la ligne 7 Corentin-Cariou, on peut presque se demander pourquoi un arrêt n'a pas été aménagé ici. Mais bon, après j'y connais rien en études, peut-être que ça aurait servi à rien. Mais en vrai, ça aurait pu interconnecter le tramway avec cet embarcadère. Cette déviation est sympa tout de même, puisqu'elle permet de passer au bord du canal Saint-Denis, qui est très sympathique à voir. Et justement, on en arrive à notre prochaine station, Canal Saint-Denis, qui a une seule particularité, comme les stations Porte de Pantin et Porte de la Villette, sur le quai en direction de Porte de Vincennes, les anciens indicateurs de minutes ont été remplacés par la version encore antérieure. Sinon, à part ça, en elle-même, la station n'a rien de vraiment particulier. Par contre, l'histoire du canal Saint-Denis est vraiment intéressante. Comme vous le savez sûrement, un canal, par définition, est un cours d'eau artificiel. Pendant des siècles, à Paris, il n'y en avait aucun. Mais c'est en mai 1802 que Napoléon Bonaparte signe un décret, le 29 Floréal X, le même qui verra la création de la Légion d'honneur, mais celui-ci ordonne également la réalisation de tout un réseau de canaux dans Paris. Ce même décret verra la réalisation du canal Saint-Martin ou encore du canal de l'Ourcq. C'est d'ailleurs de ce dernier que le canal Saint-Denis se détache. Ce canal permet aux bateaux de ne pas réaliser le détour par le bois de Boulogne que la Seine réalise avant de se diriger vers la Normandie. Celui-ci permet donc de couper par Paris. Les travaux seront assez longs, ils commencent qu'en 1811 et s'achèvent le 13 mai 1821. Au moment de son ouverture à la navigation, non, pas cette navigation, les travaux ont été assez longs car ils ont été arrêtés en 1814 en raison de la chute de l'Empire napoléonien. Ce projet a heureusement été sauvé en 1818 lorsqu'une compagnie privée reprend le projet et donc les travaux. Alors si vous le voulez bien, je vais appeler cette période la trêve de 14-18. C'est plus ou moins pareil, non? La suite de l'histoire de ce canal a un rapport avec le plan Fraissinet. Oui, vous savez, ce même plan qui projetait d'interconnecter toutes les sous-préfectures par le fer. Ce même projet prévoyait donc la modernisation de ce canal, à savoir le remplacement des 12 écluses et la reconstruction de 3 ponts trop étroits. Les travaux sont achevés en 1892. C'est tout pour l'histoire de ce canal. Pour ce qui est du tracé, le canal se détache du canal de l'Ourcq au niveau du parc de la Villette, traverse Aubervilliers et Saint-Denis comme son nom l'indique, et se jette finalement dans la Seine, tout près de l'île Saint-Denis. Alors tu sais, tu devrais faire quoi? Des histoires de canal. Y'a pas un doute des idées comme ça? La station suivante, Rosa Parks, a été construite dans des conditions un peu particulières. Vous allez voir. Avant,
Ce terrain était occupé par l'entrepôt McDonald's, achevé en 1970 et situé juste à côté de la gare de marchandises. Oui, c'est encore en rapport avec le ferroviaire. Mais dans les années 2000, l'utilisation de cet entrepôt est remis en cause et est entièrement vidé en 2009 et au même moment, un projet de restructuration est proposé afin de le transformer en un centre commercial. Et justement, si je parle de ça, c'est parce que le T3B a été le premier arrivé dans la zone en 2012, justement. C'est pourquoi l'ancien entrepôt a été amputé d'une partie pour pouvoir faire passer le tramway, comme en témoignent ces images des travaux qui ont été prises en 2012. Et justement, au moment de l'inauguration, la station était coincée entre l'entrepôt abandonné et une ancienne voie ferrée qui sera finalement comblée en 2014. Il a fallu attendre fin 2014 pour que le quartier soit pleinement développé avec l'inauguration de ce centre commercial ainsi que de plusieurs logements. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, en allant à Rosa Parks, le tramway fait sa 4e excursion hors du boulevard des Maréchaux. Et pour les retrouver, après la station Rosa Parks, et ce pour atteindre la station Porte d'Aubervilliers, elle traverse un tunnel. Dans sa vidéo sur les secrets de la ligne 3, le ferroIPAT a affirmé que Porte de Bagnolet était la dernière station inaugurée à porter le nom Porte 2, insérer le nom de la ville. Alors, c'est vrai, je ne suis pas là pour le démentir, mais du moins uniquement sur le réseau du métro parisien. Car sur le réseau francilien tout entier, en réalité, la dernière, c'est celle-ci, Porte d'Aubervilliers, inaugurée sur le T3B en 2012. Bon, en réalité, pas vraiment, puisqu'il y en a une autre après, mais elle n'existe plus vraiment, enfin plus sous ce nom-là. On en reparlera dans la partie 2. La station Colette-Besson ne possède pas en elle-même de grosses spécificités marquantes. On va donc parler du bâtiment le plus notable aux alentours, l'Adidas Arena. L'Adidas Arena est un stade de basketball qui est très récent, puisqu'il a été construit spécialement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les travaux avaient commencé en mars 2020 pour se terminer le 11 février 2024, quelques mois avant ce grand événement. Aujourd'hui, il est toujours utilisé pour des matchs de basketball, mais aussi pour des spectacles ou des concerts. Il a une capacité totale de 8000 places. Et on arrive déjà au terminus original de la ligne, Porte de la Chapelle. À la base, le quai du terminus était une double station. D'un côté, le terminus du T3B, et de l'autre côté, la gare routière de Porte de la Chapelle. Un peu comme à Porte de la Villette, quoi. Les équipements utilisés ont été les mêmes afin de veiller à la simplicité. Cette situation ne va durer que 5 ans. En effet, en 2017, décision fut prise de déplacer la gare routière de part et d'autre du carrefour. Le quai sud est donc détruit pour être refait. À noter que pendant toute cette période, les tramways marquaient évidemment leur terminus à Colette-Besson. Les quais sont reconstruits, tout comme le trottoir, afin de l'agrandir. Des équipements neufs sont bien évidemment ajoutés, mais ceux-ci n'étaient pas tous présents lorsque la station a rouverte en 2018. Il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour que de nouvelles plaques soient livrées et pour que les vitres soient redécorées au style en vogue à l'époque. Mais de ce style-là, on en parlera dans la partie 2. Cela n'est pas étonnant pour un ancien terminus, mais il y a des écrans. Aux alentours de Porte de la Chapelle, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ah si, il y a le campus La Chapelle, qui est littéralement le bâtiment de Paris le plus récent inauguré, puisqu'il a littéralement été inauguré il y a quelques semaines, le 26 janvier 2026. À l'époque, où les tramways marquaient encore leur terminus à Porte de la Chapelle, c'est-à-dire jusqu'en 2018, les trams s'arrêtaient juste ici. Sauf que cette situation ne va pas durer longtemps, vous allez voir. On verra ça dans la partie 2. Et oui, vous l'aurez compris, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux
afin que celle-ci ne soit pas trop longue. On a vu aujourd'hui tout ce qui concernait le tronçon original de la ligne inaugurée en 2012, et ben on verra dans la partie 2 tout ce qui concerne les deux prolongements réalisés en 2018 et en 2024. La partie 2 sort le 22 avril, donc soyez au rendez-vous, mais d'ici là, j'ai une autre surprise à vous proposer, je vous sors un teaser demain soir. Sinon, d'ici là, likez et abonnez-vous.